Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, petite vidéo impromptue puisque c'est une vidéo qui est en réaction par rapport à une discussion que j'ai eue avec Vincent Wensinger, un ami de longue date dont j'avais déjà parlé dans cette vidéo-là, qui est plutôt ancienne mais qui est intéressante à voir quand même. Et donc, Vincent m'a posé la question suivante puisqu'il est en train de s'équiper en solaire, mais s'équiper bien, par des grands panneaux et une installation assez puissante qui devrait lui permettre d'atteindre l'autonomie pour une grande maison, il me posait la question suivante. Pour les batteries de stockage, il s'est rendu compte que les fabricants qui donnaient auparavant 1500 cycles de durée de vie, aujourd'hui parlent de 6000. Et il s'est dit « Waouh, la technologie a vachement progressé !» Et lorsqu'il m'en a parlé, eh bien, je lui ai dit « Attention, il va falloir nuancer tout cela. » Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer cette vidéo, on va tout d'abord parler de ce qu'est un cycle. Un cycle de vie d'une batterie, c'est un départ de la charge à 100%, elle se décharge jusqu'à 0% et se recharge de nouveau jusqu'à 100%. Alors attention, parce que ce calcul peut être fait de différentes manières et de comment on détermine le 100% et le 0%. Parce que ça aussi, ça a son importance. Une batterie lithium-ion ne se charge jamais totalement. Parce que si on n'avait pas le BMS pour arrêter la charge, eh bien, la batterie continuerait à se charger jusqu'à ce qu'elle chauffe suffisamment pour s'emballer et brûler. Donc, il y a des normes de sécurité. Donc, le 100% est fait à une certaine tension. Pour le 0%, c'est exactement pareil. Donc, on va avoir une batterie qui va descendre jusqu'à un point où elle va perdre tellement d'énergie qu'elle ne peut plus se recharger. Elle va, ce qu'on appelle, devenir une brique. Donc, c'est ce qu'on appelle briquer une batterie. Deuxième chose qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on parle de cycle, c'est les marges de sécurité que se réservent les constructeurs. Dans une voiture électrique, par exemple, on va avoir possibilité d'avoir ce qu'on appelle un buffer bas et un buffer haut, qui sont en fait les bornes d'utilisation normales. Un cycle complet, c'est pas un problème. C'est ce qu'on fait en laboratoire en général. En revanche, quand on commence à parler de cycle partiel, par exemple, une recharge de 20 à 70%, c'est pas un demi-cycle forcément. Parce qu'il va y avoir des pertes électrochimiques, parce qu'il va y avoir des différences, ce qui fait qu'en général, un demi-cycle, eh bien, représente moins que la moitié d'un cycle complet. Je sais, c'est pas très intuitif, mais en fait, toutes les mesures qui sont faites sur une batterie, aussi bien sa capacité en ampère-heure que sa tension, sont limitées à des erreurs de mesure. En effet, les mesures sur une batterie ne sont pas 100% précises. On va avoir une capacité en ampère-heure qui va être mesurée, mais il y aura une marge d'erreur. Pareil pour le problème de la tension, où on va avoir une marge d'erreur. Et donc, le problème, c'est que dans une voiture, par exemple, le système de contrôle n'est pas aussi précis que ce qu'on va pouvoir avoir en laboratoire. Donc, on peut estimer que le nombre de cycles qui vous est affiché, par exemple, dans certaines voitures, dans certains logiciels, eh bien, il est juste à plus ou moins 5%. Ce qui est quand même une marge d'erreur importante. Maintenant, je vais me concentrer sur une batterie très précise, sur une chimie qui est la chimie lithium-fer-phosphate. Pourquoi je me concentre sur cette chimie précisément? Tout simplement parce que c'est sur cette chimie-là qu'on va avoir le plus de progrès en termes de marketing. Prenons un exemple tout simple, et on va prendre une batterie stationnaire. Une batterie stationnaire, par exemple, on nous disait 2000 cycles il y a 2 ans. Puis l'année dernière, on parlait de 3000 cycles. Aujourd'hui, on parle généralement de 6000 cycles. Alors bien sûr, selon le marketing, c'est parce qu'on utilise des cellules très haut de gamme, etc. En fait, c'est pas vraiment le cas. Je vous explique. Lorsque dans l'industrie, on va déterminer une durée de vie, on va donner une information à un client qui, si elle n'est pas contractuelle, représente tout de même une caractéristique importante qui va définir son produit. Et donc, l'utilisation de chiffres exagérés peut déboucher sur des poursuites judiciaires. Donc, un fabricant qui va créer un nouveau produit, eh bien, il va avoir, entre le moment où il va créer le produit et le moment où il va le mettre sur le marché, il va avoir un certain temps pour pouvoir mettre à l'épreuve
son produit. Et il va déterminer une durée de vie qui est la durée de vie probable avec une bonne marge de sécurité. Et c'est le cas quand on a parlé de cellules LFP qui vont être, par exemple, d'une durée de vie moyenne de 1500 cycles. Le fabricant de la cellule va partir sur ses propres études en laboratoire qui sont réalisées généralement avec des cycles complets et surtout des cycles qui sont très destructeurs pour la batterie. Deuxième chose à prendre en compte, eh bien, c'est l'utilisation de la batterie. Une batterie qui va être chargée à 100% tout le temps et qui va être relativement statique, tout comme une batterie qui va être laissée décharger en dessous des 20%, eh bien, elle va perdre de la durée de vie, elle va perdre en cycle. Donc, quelque part, l'utilisation, c'est très important. Dans le cas d'une batterie statique, qui n'est pas gérée thermiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va avoir une charge-décharge qui va être relativement lente. Et donc, on va être en dessous de la capacité de la batterie. Je vous donne un exemple, comme j'en ai un avec ma batterie Oukitel. Si on recharge à 400 watts tous les jours, avec le panneau solaire au maximum, et qu'on décharge à 2000 watts pour une batterie qui fait 5 kWh, eh bien on charge à une vitesse qui est moins de 10% de sa capacité, à savoir 0,1 C, C représentant la capacité de la batterie, et on va la décharger à 0,5 C. Ce qui fait que la batterie ne va que peu chauffer, d'autant plus que les bornes d'utilisation sont calculées relativement larges pour la batterie. Ce qui fait que lorsque le produit est mis sur le marché, eh bien, ma foi, il va être mis en utilisation et il va y avoir des utilisateurs qui vont remonter des informations parce qu'il y a des utilisateurs pilotes qui sont payés pour cela ou qui ont le produit pour cela. Ensuite, pendant la durée de commercialisation du produit, eh bien, ne croyez pas que le fabricant reste où il en était. Il prépare déjà les prochaines générations de ses produits. Et donc, lorsqu'il fait ça, eh bien, il va se donner le temps sur l'ancienne batterie, eh bien, de l'utiliser plus longtemps. Et il va acquérir une certaine confiance dans le fait de pouvoir passer à une durée de vie supérieure dans ses documents commerciaux. Ce qui veut dire que la batterie étant toujours la même, la durée de vie augmente de manière mathématique parce qu'elles ont été testées pour ça. Et parce que ce sont les tests qui l'ont démontré. Et non pas parce que la batterie s'améliore. Entre les batteries stationnaires de première génération à 1500 cycles et celles aujourd'hui à 6000 cycles, on peut estimer que la progression technique a été de 10%. Ça veut dire tout simplement une chose. Le produit va s'améliorer petit à petit parce que on découvre des choses dans la fabrication, on découvre des choses dans l'utilisation qui vont permettre d'améliorer le produit. Une soudure par-ci, un petit truc par-là. Bref, ce sont des petites avancées. Et sur la durée de vie, par exemple, sur 3-4 ans, sur un produit tout neuf, on peut estimer que c'est 10% grand maximum. Donc aujourd'hui, si on parlait uniquement des progrès des cellules, on passerait de 1500 à 1650 cycles. Voilà, et ça s'arrête là. Sauf que, ma foi, les utilisateurs et les tests du fabricant ont démontré que dans l'utilisation très précise, eh bien, il y a beaucoup plus de cycles que prévu. Pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur la voiture et sur ce qui influence sa durée de vie. On l'a vu, la température est très importante. Donc, les voitures gèrent thermiquement les batteries. Une batterie qui est gérée thermiquement, généralement, a une durée de vie beaucoup plus longue. Et lorsque le système de refroidissement est très bien fait, comme par exemple chez Tesla, eh bien, les durées de vie sont largement supérieures à des systèmes de refroidissement comme dans la Zoé ou sans système de refroidissement comme dans la Leaf. En fait, la durée de vie en laboratoire d'une cellule nickel, cobalt, aluminium comme j'ai dans ma Model S, eh bien, est de 500 cycles pour atteindre un 80%. Or, aujourd'hui, moi, je suis à plus de 600 cycles et j'ai toujours que 7% de dégradation. Et ça, c'est parce qu'il y a une gestion thermique de la batterie. Deuxième chose, il y a l'utilisation. Les fortes charges ou décharges sont importantes pour la durée de vie. C'est-à-dire qu'une supercharge va diminuer légèrement la durée de vie et une forte décharge, donc pied au plancher régulièrement ou tout le temps, vont baisser la durée de vie. Mais pas tant que ça, parce que la gestion thermique empêche cette dégradation. Le fait de laisser statique une batterie va la dégrader. Et elle la dégradera pour un point hyper précis.
C'est parce que c'est le BMS, donc l'ordinateur, la partie électronique qui va gérer la batterie, qui finalement ne tient pas compte d'une perte d'énergie naturelle des cellules. Électrochimiquement, une cellule laissée à l'arrêt, même si elle n'est pas branchée, eh bien, va perdre de l'énergie. Donc le BMS va commencer un petit peu à partir en live. Ce qui fait que lorsqu'on va réutiliser la voiture et qu'on va charger, décharger, elle va se rendre compte d'une dégradation qui en fait va disparaître lorsque on va de nouveau cycler la batterie. Je vous donne mon exemple sur ma moto. Cet hiver, j'ai pas roulé. Quand j'ai rebranché la machine, la charge s'est arrêtée à 97%. J'ai débranché, rebranché, elle est montée à 98. J'ai débranché, rebranché, elle est montée à 99. J'ai débranché, rebranché, elle est montée à 100 et elle s'est stabilisée. Ce qui veut dire que le BMS, en fait, lui, il avait besoin de faire plusieurs équilibrages avant de retrouver une capacité totale de la batterie. Donc le problème venait à la fois de l'électronique et de son incapacité à gérer des différences qu'il n'enregistre pas. Pour la durée de vie de la batterie, et là je vais sûrement vous étonner, une batterie lithium-ion peut perdre de la durée de vie si vous roulez comme un sagouin. Non pas en accélération ou en freinage. Prenez les ralentisseurs à 50 km/h et le choc mécanique dans la cellule va entraîner une dégradation. Les poudres qui sont collées sur les électrodes vont se détacher. On va avoir des effets de délaminage des différentes couches de la cellule qui font que les cellules vont potentiellement, certaines, perdre de la capacité, voire même casser. Donc les gens qui prennent les trottoirs comme des sauvages, qui roulent sur des ralentisseurs pareil comme des sauvages, eh bien dites-vous bien que vous n'allez pas faire de bien à vos amortisseurs, mais vous n'allez pas faire de bien à votre batterie non plus. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que les augmentations des cycles de batterie et de la durée de vie sont purement marketing? Eh bien non. C'est simplement parce que notre connaissance du fonctionnement des cellules augmente chaque jour, surtout quand il s'agit d'une nouvelle technologie. Les progrès sont forcément très rapides au début et ralentissent. Donc aujourd'hui, on parle de 6000 cycles en usage chez Oukitel, on parle de 2500 voire 3000 cycles chez Tesla pour les batteries LFP. Eh bien, il y a des chances que ça progresse encore, mais on ne va plus avoir les mêmes progrès, on va plus faire du x2. On va faire du fois un quart, etc. Donc on va pouvoir monter, à mon avis, sur quelque chose dans les 8000 cycles pour une batterie stationnaire et aux alentours des 3500, 3800, peut-être 4000 cycles sur les batteries LFP, même sans changer la technologie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, j'en ai vraiment besoin pour pouvoir faire progresser la chaîne. On est aux portes des 100 000 abonnés, donc merci d'avance. N'oubliez pas non plus le petit pouce vers le haut, ça m'aide bien. Et je vous donne rendez-vous pour le journal de la mobilité tech, dimanche à 18 h. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.